Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, chers élèves de 3e, je vais vous proposer un petit exercice qui va mêler prise de notes et également qui va nous permettre de faire le bilan sur la Seconde Guerre mondiale, à la fois dans le monde et en France. Donc l'exercice est simple. Je vous propose une version de ce diaporama avec des images, figurent seulement les textes, les mots importants, éventuellement quelques dates. Et au fur et à mesure de la vidéo, vous prenez des notes en même temps que je dis mon commentaire. Vous aurez accès à une autre vidéo dans laquelle il n'y aura plus de commentaires, mais juste les éléments essentiels de la prise de notes. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, que vous avez pris vos notes, vous pourrez comparer votre prise de notes avec celle que je vous suggère. Donc c'est un exercice qui vous permet de préparer déjà un petit peu l'année prochaine. Allez, donc on passe au sujet. Que se passe-t-il à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Donc déjà, première chose, il faut le dire, mais on l'a déjà dit en cours, la Seconde Guerre mondiale a un bilan terrible. Le bilan humain est très important, on est aux alentours de 50 millions de morts, dont une grande majorité de civils. On a vu qu'ils ont été pris largement pour cible. Beaucoup de personnes ont été emprisonnées dans les camps de concentration nazis, qui sont libérés, donc il faut que ces personnes se rétablissent et puissent retourner chez elles. Et plusieurs millions de personnes ont été déportées, c'est-à-dire déplacées de force. Au-delà du bilan humain, en plus du bilan humain, on a un bilan matériel qui est absolument terrible. De nombreuses villes ont été détruites par les bombardements, notamment les bombardements des Alliés au moment de la libération de l'Europe. Là, par exemple, sur les deux photos que vous pouvez voir, vous avez la ville de Dresde, et puis vous avez aussi la ville d'Hiroshima, victime de la bombe atomique. En plus des villes, des usines, des ponts, des routes sont complètement détruites et sont donc à reconstruire. D'un point de vue du bilan géopolitique, la situation en Europe est assez tendue. L'Allemagne est occupée par les Alliés qui l'ont libérée de la présence nazie. Donc en Allemagne, on va avoir des troupes qui viennent des États-Unis, de l'URSS, du Royaume-Uni, de la France. L'Est de l'Europe est libéré par les Soviétiques, sauf que les Soviétiques ont plutôt tendance à rester. Ils n'ont pas l'intention de partir de là et de laisser ces peuples se gouverner eux-mêmes. Au final, il y a une situation qui est très tendue entre les États-Unis et l'URSS en Europe en 1945 et qui augure d'un des prochains chapitres qu'on va faire, qui augure de la guerre froide. Et une fois qu'on a ce bilan géopolitique en tête, il faut aussi se poser la question de ce que c'est que construire la paix. Et les Alliés vont se la poser, cette question. Le monde vient d'enchaîner en moins de 50 ans 2 guerres mondiales, donc là, il est temps enfin de passer à une paix un petit peu plus durable. Donc ils vont lancer l'idée de la création d'une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. C'est pas une première, c'est pas inédit. Il y avait, après la Première Guerre mondiale, il y avait une organisation qui avait déjà été créée, qui s'appelait la Société des Nations, qui n'avait pas fonctionné du tout. Et là, donc, ils essayent de construire un projet un petit peu plus solide. En juin 1945, 51 États signent la Charte des Nations Unies. Et ça se passe à San Francisco. Donc l'objectif, c'est d'organiser la discussion entre les États pour préserver la paix. 5 États vont prendre une place plus importante dans le fonctionnement de l'ONU. C'est les États-Unis, l'URSS, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Ces 5 États sont considérés comme les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Autre élément pour construire la paix, c'est le fait de punir les criminels de guerre, de punir les crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc une justice de guerre va s'organiser après la guerre.
Des gradés nazis vont être arrêtés, vont être jugés. Il va y avoir beaucoup de procès qui vont être organisés. Donc le plus célèbre procès est le procès de Nuremberg en 1946. Dans les rangs des accusés figure Göring, un des lieutenants très proche d'Hitler, qui sera d'ailleurs condamné à mort. Il se suicidera avant que la sentence soit exécutée. Pour punir ces criminels de guerre, il faut inventer un nouveau crime qui s'appelle le crime contre l'humanité. C'est une nouveauté dans la justice. Même ce concept de justice internationale, c'est une nouveauté. Après, ces procès ont leurs limites parce que beaucoup de nazis, en fait, sont retournés à la vie civile dans le chaos de la fin de la guerre en Allemagne. Et puis, beaucoup se sont échappés, soit en Amérique du Sud, soit aux États-Unis ou au Canada. Aux États-Unis, il y a même eu des programmes pour faire venir des ingénieurs allemands qui travaillaient au service des nazis. À la tête de la NASA et des programmes spatiaux qui ont permis à l'homme d'aller marcher sur la Lune, vous aviez Werner von Braun, un nazi qui avait construit des fusées pour le compte d'Hitler. Concernant l'après-guerre en France, alors quelques petits rappels sur les dates et sur la libération du territoire, le rétablissement de la République, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé. Donc le 25 août 1944, Paris est libéré. Fin 1944, c'est la France qui est libérée. La France et Paris ont été libérés par les Alliés, mais dans les troupes, il y a aussi des forces françaises. Donc celles qui viennent de l'extérieur, qu'on appelle les forces françaises libres. C'est l'armée que De Gaulle a reconstituée avec les gens qui étaient hors de la métropole. Des volontaires qui étaient hors de la métropole. Et puis vous avez les forces françaises de l'intérieur qui là sont composées principalement de résistants, de gens qui sont rentrés dans la résistance. À la libération, De Gaulle devient le chef du gouvernement provisoire de la République française. Il va former un gouvernement et il va faire élire une assemblée qui va être chargée d'écrire une constitution. Je rappelle, une constitution, c'est un texte de loi qui va fixer le fonctionnement de l'État. Et donc en France, à chaque fois que vous avez une république, vous avez une constitution. Concernant la France, se pose également la question d'en finir avec la guerre. Il faut passer à autre chose, sachant que c'est compliqué puisque la France a connu une situation un petit peu inédite avec l'occupation du territoire par les Allemands et puis la collaboration de l'État français, le régime de Vichy a collaboré avec l'Allemagne. Donc dans un premier temps, les populations vont s'en prendre aux collabos, ceux qu'on soupçonne d'avoir collaboré avec l'occupant allemand. Il n'y a pas de procès qui sont organisés, les collabos sont victimes de violences dans la rue. De nombreuses femmes, par exemple, sont tondues, c'est-à-dire qu'on leur rase les cheveux publiquement parce qu'on les soupçonne ou parce qu'on sait qu'elles ont couché avec des soldats allemands. D'une façon un petit peu plus officielle, Pétain va être arrêté, jugé et condamné à mort. Et puis, progressivement, l'État va organiser des procès contre ces fameux collaborateurs, contre ces collabos. Et là, on va parler d'épuration, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre à l'écart tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin avec l'Allemagne. C'est un processus qui est un petit peu compliqué parce que beaucoup de ces gens qui ont collaboré avec l'Allemagne, surtout quand ils sont fonctionnaires, sont utiles à la reconstruction de l'État. Donc, ça pose pas mal de questions. Cette après-guerre en France va être aussi l'occasion de remettre en place la République et d'en faire une République sociale. Les mesures qui vont être prises, ce sont les mesures qui ont été établies par le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire des résistants. Quand, avant la fin de la guerre, des résistants se sont mis d'accord sur un programme de mesures qu'il faudrait absolument prendre à la libération.
Donc, dans ces mesures qu'il faut absolument prendre, vous avez déjà le fait que les valeurs de la République soient affirmées à nouveau, pour bien montrer l'opposition avec le travail famille-patrie du maréchal Pétain. Donc les libertés sont rétablies. L'égalité va être renforcée avec le fait d'accorder aux femmes le droit de vote en 1944. Et puis on renforce également la fraternité et cette idée de république sociale avec la création de la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, c'est l'État qui va intervenir, qui va aider les plus en difficulté. Dans la maladie, la vieillesse ou quand la famille s'agrandit, c'est dans ces domaines-là que l'État va intervenir. Et dans ces cas-là, on parle d'État-providence, c'est-à-dire un État qui va intervenir pour soutenir les gens, pour soutenir les citoyens. Dans l'économie, l'État va également intervenir, et ça c'est l'autre volet de la République sociale, parce qu'en plus il faut reconstruire le territoire. Donc l'État va nationaliser un certain nombre d'entreprises. Nationaliser, c'est-à-dire qu'elle va prendre le contrôle, elle va devenir propriétaire de ces entreprises qui d'habitude étaient des entreprises privées. Donc dans les entreprises qui sont nationalisées, vous avez des entreprises qui sont sur des secteurs stratégiques, comme par exemple l'énergie, les transports, les banques. Renault, par exemple, est une entreprise qui va être nationalisée parce qu'elle fabrique des véhicules et également parce que l'entreprise Renault a collaboré avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Au final, en 1946, c'est la mise en place de la 4e République. En octobre 1946, une nouvelle constitution est approuvée par référendum. Alors je rappelle, le référendum, c'est un vote qui en fait consiste à répondre oui ou non à une question qu'on vous pose. Là, par exemple, la question c'est « Approuvez-vous le texte de cette nouvelle constitution ?» Et il fallait répondre oui ou non. Majoritairement, les Français approuvent cette nouvelle constitution. Charles de Gaulle, qui était jusqu'à présent le chef du gouvernement provisoire, se retire de la vie politique. Il est en désaccord avec cette nouvelle constitution. Il aurait voulu un pouvoir du président de la République un petit peu plus fort et capable de résister à des crises comme celle que la France a connue pendant la Seconde Guerre mondiale. Le choix qui a été fait par l'Assemblée constituante est le choix d'un régime parlementaire, comme celui de la Troisième République. Donc je rappelle les principes du régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, c'est le Parlement qui a le plus de pouvoir. Et pour former un gouvernement, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Si vous perdez la majorité, le gouvernement doit démissionner. Donc c'est un mode de fonctionnement qui peut parfois avoir comme conséquence une instabilité assez forte. Donc voilà pour cet exercice. Donc là c'est fini. Vous allez pouvoir maintenant comparer vos notes avec celles que je vous ai mises dans la deuxième vidéo. N'hésitez pas à vous repasser cette vidéo et à compléter vos notes parce que j'ai peut-être été un petit peu rapide. Nous pourrons parler du résultat de votre prise de notes lors de la prochaine classe virtuelle. Au revoir.